Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de la traduction heureuse. Un épisode pas comme les autres, puisque vous êtes sur le point d'écouter l'enregistrement d'un événement live. Celui-ci a été organisé par le podcast en association avec la Cité des Écritures à l'Université de la Sorbonne Nouvelle. Le 26 mai, nous avons eu la chance d'accueillir Olivier Manoni, traducteur, écrivain et directeur de l'école de traduction littéraire à Paris. Il nous a parlé de son parcours et de son travail de traduction des écrits des nazis, notamment Mein Kampf d'Adolf Hitler. Nous vous proposons aujourd'hui des extraits choisis de cette intervention, suivis de questions posées par notre équipe de la traduction heureuse. Je vous laisse avec cette phrase prononcée par Sandrine Détienne, professeure à l'ESIT, lors de la présentation de cet événement. À une époque où on nous annonce qu'on n'a plus besoin de traducteurs, que c'est la fin des traducteurs, écouter quelqu'un comme Olivier Manoni est particulièrement rafraîchissant. Bonne écoute! Hitler écrit Mein Kampf en 1924 pour la première partie. Il va être libéré de prison. Il y a une espèce de mensuétude invraisemblable. Il va avoir une libération conditionnelle. À l'époque, je pense que la République de Weimar et les juges de la République de Weimar ne veulent pas d'ennui avec ce type et se disent c'est pas la peine de lui donner de l'importance, erreur classique qu'on fait avec les futurs dictateurs. Et donc, on va le laisser sortir. Il sort en 1924, il va écrire en 1925 la deuxième partie de Mein Kampf, et en 1925, le livre est publié. C'est un livre qui est littéralement illisible. Il est écrit d'une écriture d'autodidacte qui n'a jamais écrit un bouquin de sa vie. Le livre aujourd'hui, n'est pas édité. Absolument personne ne le relit. Son éditeur, qui est un éditeur nazi, va le prendre, mettre tout ça à la composition et le publier tel quel. On sait juste que la femme de Hess a corrigé les fautes d'orthographe. Mais tout le reste est passé tel quel. Donc c'est un livre qui est littéralement illisible. Je vous ai juste, pour ne pas vous embêter avec, pris un extrait qui est un extrait parmi 1000 autres où Hitler parle des victimes de la guerre, des jeunes victimes allemandes. Or, écrit-il, la guerre a détruit, au cours de ces 4 années d'événements sanglants, l'équilibre interne de ces 3 classes, dans la mesure où, tout en reconnaissant les sacrifices du milieu, l'on doit cependant constater qu'elle a mené à une saignée presque complète de l'extrême de la meilleure humanité. Voilà. Ne cherchez pas, ça ne veut rien dire. Il y a 800 pages comme ça. Pourquoi il écrit comme ça ? Il y a 2 explications. D'abord parce qu'il est incompétent, il ne sait pas écrire. Et deuxièmement, parce que cette espèce de bouillie qu'il va délivrer sur 800 pages lui permet de faire passer en creux des idées extrêmement simplistes. 1. L'Allemagne est un pays, une nation, un peuple qui a été persécuté au fil des siècles, qui a réussi à trouver son unité en 1871, mais qui depuis est l'objet de toute la haine de toute l'Europe, et qui, par conséquent, doit se défendre. 2. Le moteur principal de cette haine a un nom, ce sont les Juifs, et donc il faut s'en défendre. 3, la société allemande tout entière est gangrénée par ces gens qui nous sont hostiles. Et alors là, on en reparlera peut-être dans les questions, on a une longue liste de tous les secteurs gangrénés. Donc il y a l'édition, il y a la presse, qui traîne les journalistes dans la boue d'une manière absolument invraisemblable. Et il y a l'éducation, il y a un passage sur l'éducation qui est absolument terrifiant. Par exemple, il explique très très longuement qu'il est complètement absurde d'enseigner les langues étrangères aux jeunes Allemands, que ça n'a aucun sens, que 98% d'entre eux baragouineront 3 mots d'anglais dans leur vie et que les autres, ça n'a aucune espèce d'importance. Par contre, ce qui est important, c'est de leur faire de l'éducation physique, parce que là, ça les prépare à défendre l'Allemagne. De la même manière, pour les filles, l'important, c'est d'en faire de bonnes ménagères qui deviendront de bonnes pondeuses allemandes, excusez-moi du terme, mais c'est exactement ce qu'ils pensent, qui feront de jeunes soldats pour les générations suivantes, pour le Reich millénaire, pour préparer des générations de soldats. C'est totalement primitif, totalement idiot, mais il en fait un livre de 800 pages et qui va convaincre, dont les thèses vont convaincre par la suite. Le style est d'une confusion extrême, sauf justement quand il résume sa pensée en phrases très très courtes. Il lui arrive aussi d'être extrêmement clair quand il est franchement menaçant et quand il développe notamment des idées sur la communication que doit avoir son mouvement. Il y a en particulier une phrase dans la première partie de Mein Kampf qui est très éloquente et où là il est parfaitement clair.
À l'époque, j'ai adopté ce point de vue. Peu importe qu'ils se moquent de nous ou qu'ils nous injurient, qu'ils nous accusent d'être des pitres ou des criminels. L'essentiel est qu'ils parlent de nous, qu'ils n'arrêtent pas de s'occuper de nous, et que nous apparaissions peu à peu aux yeux des ouvriers eux-mêmes, réellement, comme la seule puissance avec laquelle se déroule aujourd'hui encore une confrontation. Ce que nous sommes réellement, ce que nous voulons réellement, nous le montrerons bien un beau jour à la meute juive de la presse. Comme quoi Hitler, quand il le veut, peut écrire parfaitement clairement. Mais il n'est clair en fait que dans sa violence. Le livre est tellement illisible qu'il va être extrêmement mal accueilli en Allemagne. Quand il sort, la presse allemande entière est complètement effarée par ce qu'elle lit. Même les journaux nazis disent « Mais est-ce que c'est vraiment ce monsieur qui veut prendre la tête de notre mouvement ?» Et donc c'est une catastrophe absolue. Mein Kampf, à la fin de la guerre, avait été diffusé à 12 millions et demi d'exemplaires pour une population qui était à l'époque de 45 millions de personnes. C'est-à-dire qu'un Allemand sur 4, autrement dit, la totalité des foyers allemands avaient au moins un exemplaire de Mein Kampf chez lui. Le livre s'est très peu vendu au début et a été en fait vendu au fur et à mesure des progrès électoraux d'Hitler qui, avec des débuts extrêmement difficiles, à partir de 1930, conquiert notamment dans l'est de l'Allemagne, en Thuringe et en Saxe, d'abord beaucoup de postes et ensuite des régions pour arriver en 1930 à être très représenté au Reichstag, au Parlement allemand, un peu moins en 1932, mais il arrive à avoir plusieurs dizaines de députés extrêmement actifs. Donc il arrive, la vente de Mein Kampf suit ce mouvement-là. Est-ce qu'il a été lu en Allemagne ? Oui et non. Le livre était illisible, je l'ai dit, pour avoir mis 6 ans à le traduire. Je ne peux pas imaginer que les Allemands aient pris ça réellement comme livre de chevet et les lu très régulièrement. Mais après cette première phase de stupéfaction où les gens ont réagi en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Il faut quand même se rappeler que l'Allemagne de 1924, c'est une Allemagne extrêmement intellectuelle, dont toute une frange de la population est extrêmement cultivée, qu'ils ont d'immenses auteurs, et que dans le domaine politique, par exemple, ils ont quelqu'un comme Thomas Mann qui a une écriture limpide, une pensée absolument logique et rationnelle. Et donc, ils ne peuvent pas lire ce livre-là. Mais le livre va être diffusé sous plein de formes, sous forme d'extraits dans la presse, sous forme de brochures simplifiées et sous forme de citations qui reviennent dans la quasi-totalité des dignitaires nazis à l'époque. C'est un livre qu'on est obligé de citer. Vous n'avez pratiquement pas un discours de Goebbels, de Göring, de Himmler qui ne comporte pas au moins une citation du grand homme et de ce grand livre. Autre élément important pour comprendre ce qu'est ce livre, c'est que cette écriture complètement bouffonne et complètement illisible est au service d'une logique. Et une logique qui fonctionne en fait sur l'illogisme. Il est dans un pays, l'Allemagne, qui, bien entendu, n'est pas envahi par les Juifs, qui, bien entendu, n'est pas aux mains des Juifs, qui, bien entendu, n'est pas persécuté. L'Allemagne, en 1914, s'est lancée dans une guerre qu'elle ne pouvait pas gagner et a perdu avec des pertes humaines absolument extraordinaires qui l'ont mise à genoux, c'est tout, c'est ça la réalité. Mais pour démontrer qu'il y a un complot contre l'Allemagne, parce que Mein Kampf est aussi un livre conspirationniste, il est obligé de raisonner, de tenir des raisonnements qu'il a bien du mal à tenir. Et cette confusion, en fait, extrême, va lui permettre de tenir ces raisonnements-là. La confusion est entretenue dans le texte par un certain nombre de techniques, une surcharge, vous l'avez entendu dans la première citation que je vous ai donnée, d'adjectifs, il y en a des dizaines, d'adverbes, il y en a 5 ou 6 par page, et de ce que les Allemands appellent des particules, enfin ce que nous appelons pour la langue allemande des particules illocutoires, c'est-à-dire des tout petits mots qui permettent normalement d'affiner la langue allemande que vous trouvez dans toute la littérature allemande, des mots comme nun, doch, aber, etc. Il y en a énormément et qui permettent en principe d'affiner un raisonnement, de le rendre plus subtil et de donner à la littérature, par exemple, des subtilités qu'elle n'aurait pas sans ces outils-là. Hitler en fait un usage absolument dément et il les utilise pour créer en fait une série de syllogismes qui rendent son texte totalement incompréhensible, comme dans l'extrait que je vous ai donné, qui deviennent complètement absurdes, avec des phrases du type « L'Allemagne, depuis 2000 ans, a toujours été une nation héroïque, je l'ai dit, mais néanmoins, subséquemment, elle a dû faire face, nonobstant, à la force qui lui a permis de résister. » C'est typiquement une phrase de Mein Kampf, j'invente, hein, mais c'est pour vous donner la structure. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça ripe, où ça glisse, où ça dérape, et où vous avez un raisonnement qui ne veut strictement plus rien dire. Sauf que la phrase d'après, c'est « Les Juifs, pendant ces 2000 ans,
ont toujours agi pour nous empêcher de le faire. La population à laquelle il s'adresse au début, qui est une population sans aucune formation, c'est la population du Lumpenproletariat allemand, qui n'est pas cultivée, qui ne lit pas, qui n'a que très peu de formation politique, sinon celle qu'elle a eue au Parti communiste allemand, dont ils se sont très vite départis, est absolument incapable d'analyser ces discours. Et quand Hitler fait des discours sur scène, qui ont la même structure, ils n'entendent en fait qu'un homme qui se donne des airs d'intellectuel, un intellectuel qui se penche sur les problèmes du peuple, et qui leur dit, dans une langue totalement incompréhensible, « Je vous ai compris, et voilà l'ennemi que nous devons combattre ensemble ». Mein Kampf, c'est une série de discours du même type, répartis sur 800 pages. Donc la réception est vraiment catastrophique, et le livre ne va en fait se vendre qu'après 1930. L'immense diffusion est aussi due au fait qu'à partir de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, le livre est donné, enfin pas donné, il est remis aux jeunes mariés, c'est-à-dire que les jeunes Allemands qui vont à la mairie se retrouvent avec leur acte de mariage et un Mein Kampf. J'ai cru longtemps que c'était gratuit, en fait non, on leur faisait payer une partie quand même. Hitler a gagné une fortune avec ce livre et il y tenait beaucoup. Se dégage de tout ça, et je vais passer après à la France, se dégage de tout ça une seule idée. Ce qu'Hitler envisage dans Mein Kampf est très clairement exposé. Une nation puissante, portée par ce qu'il appelle une Volksgemeinschaft, littéralement la communauté du peuple, qui est un peuple allemand, avec ce mot Volk qui va revenir tout le temps, jusqu'en 1945, qui signifie le peuple, mais pas dans sa acception française de la Révolution, désignant une communauté de citoyens s'entendant non pas sur des motifs ethniques ni même nationaux, mais sur des principes de vie commune politiques qui vont permettre de créer une citoyenneté, mais sur une espèce de communauté nationale et ethnique que je qualifierais de communauté aux acquets, c'est-à-dire qu'il ne reste pratiquement rien. La Volksgemeinschaft allemande, telle que l'a décrit Mein Kampf et telle qu'elle va être mise en œuvre après, c'est un peuple allemand d'où sont éliminés les Juifs, bien entendu, les Tziganes, comme ils les appellent, c'est-à-dire les Sinti et les Roms, qui sont assez nombreux en Allemagne à l'époque, les homosexuels, qui vont être massacrés et qui vont faire partie des convois de la mort, les intellectuels, qui sont considérés comme des rebuts de la société et des obstacles à la gloire du peuple allemand, les universitaires, les enseignants, les artistes, pour lesquels Hitler, pour les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure, a une haine absolument féroce, et en dernier lieu, il y en a encore d'autres, mais c'est important, en dernier lieu, les gens qui ne s'intègrent pas socialement, et notamment ceux qui ne travaillent pas. Il a un terme pour ça qui est Arbeitsscheue, c'est des gens qui sont réfractaires au travail, et ces gens-là vont être soumis à un contrôle social absolument incroyable. Voilà pour le Mein Kampf allemand. Il va être publié en français en 1934 dans une édition assez improbable qui est faite par les Maurassiens, donc l'extrême droite française. Le premier réflexe, c'est de se dire ils voulaient diffuser la pensée de Hitler. Alors, pas du tout. Les Maurassiens étaient des antisémites, donc ils étaient certainement très contents de diffuser un livre contre les Juifs, mais c'était pas du tout leur propos. Leur propos, c'était de lutter contre les Boches, comme ils les appelaient à l'époque. Les Maurassiens étaient des nationalistes. Ils avaient parfaitement compris qu'Hitler était un danger majeur pour la France, qu'une nouvelle guerre allait s'annoncer. Pour une fois, l'extrême droite avait compris quelque chose, il faut le souligner. Et donc, ils vont décider de traduire ce livre. Ils en font une traduction très simple, on pourra en reparler tout à l'heure, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, très simplifiée, très lisible, contrairement à la version allemande, et ils vont la publier en France. Hitler est furieux, il est prévenu très très vite par des télégrammes de l'ambassade dont on dispose que le livre va être publié en France. Alors, il a deux problèmes. Premièrement, c'est une édition pirate, donc il ne touche pas un sou. Deuxièmement, il n'a aucune espèce d'envie que les Français connaissent ce texte parce qu'il y a énormément de passages très très virulents dedans contre la France et que lui se déploie à l'époque dans une série d'interviews lénifiantes où il dit « mais nous sommes amis, la guerre a mis un terme à nos conflits, nous ne nous battrons plus jamais ». Un petit peu comme Vladimir Poutine, si vous voulez, avant 2014 et avant 2022, en disant « ne vous inquiétez pas, nous sommes une nation pacifique ». Donc la publication de ce livre en France, pour lui, est un véritable obstacle politique.
Il va donc faire un procès en France, non pas un procès politique, mais un procès commercial, en disant voilà, cet éditeur, Fernand Sorlo, publie mon livre sans autorisation, je demande à ce qu'il soit retiré du marché. Il va naturellement obtenir gain de cause, puisque la loi sur le droit d'auteur existe déjà en France à ce moment-là, et que le livre est publié de manière totalement pirate. Et il se passe à ce moment-là un mécanisme absolument incroyable. Les gens de la LICA, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, l'ancêtre de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, vont voir les Maurrassiens et leur disent, écoutez, on a bien compris ce que vous vouliez faire, on ne peut pas se supporter, on est d'accord, mais pour nous, c'est aussi extrêmement important que la France sache ce qui se prépare, et là, naturellement, pour eux, le problème, ce n'est pas les Boches, le problème, c'est l'antisémitisme. Les persécutions, on est en 1933 à peu près, les persécutions contre les Juifs en Allemagne ont commencé immédiatement après l'arrivée du pouvoir Hitler avec des lois raciales draconiennes, et donc ils disent aux Maurrassiens, on va faire quelque chose ensemble. Ils arrivent une nuit dans les entrepôts avant le pilonnage du livre, ils embarquent 5000 exemplaires qui vont être diffusés en France très largement, et pour le coup, comme c'est une version simplifiée et très lisible, ça va être très lu. Et on a énormément de témoignages de Français qui ont lu ce livre-là à l'époque et qui le lisent d'ailleurs aujourd'hui couramment, je veux dire, qui ont cette édition-là et qui sont très étonnés quand je leur dis que le livre est illisible en allemand, parce qu'en français, il est tout à fait lisible, il est traduit avec les méthodes des années 30, c'est-à-dire que de toute façon, tout livre qui arrivait en France devait être publié en bon français, fluide, courant, etc., quel que soit l'original. Et donc, ils vont diffuser ça. Alors, on a des témoignages. Il y a le maréchal Lyoté, à l'époque, qui reprend qui fait une déclaration qui va être reprise en exergue des éditions suivantes, après la guerre, qui est tout Français doit avoir lu ce livre. On a le témoignage de Geneviève Antonios de Gaulle, qui est la nièce du général de Gaulle, qui raconte que son père l'a forcé, la pauvre, à lire ce bouquin en 1934. Il a dit, il faut absolument que tu lises ça, je te l'impose, et qui est rentré dans la résistance dès 1939, dès le début de la guerre, parce qu'elle l'avait lu. Et puis pour détendre un peu l'atmosphère, on a aussi le témoignage de Marcel Pagnol, qui avait lu le livre, et dont on sait qu'il l'a lu parce qu'il a juste marqué sur la page de garde « quel con » avec une grosse écriture et un point d'exclamation. Mais on a d'autres témoignages. Marie Bonaparte, par exemple, qui a été la grande correspondante de Freud à Paris, a lu l'intégralité du livre en prenant des notes. Donc on sait que c'est vraiment une édition qui a été publiée. Cette édition a été donc interdite par Hitler, c'est Hitler qui a interdit Mein Kampf en France, et elle a été réautorisée en 1946 parce que personne ne voyait d'inconvénient à ce qu'on connaisse la pensée qui avait mené à ça. Donc c'est la même édition qui est ressortie, exactement pareil. Elle a simplement, en 1979, la LICRA, pour le coup, a fait un procès, parce que la remontée de l'antisémitisme en France, en 1979, on est très proche des déclarations de Jean-Marie Le Pen sur du rafour crématoire, sur le chanteur Benguigui, etc. La LICRA considère que ce livre ne peut plus circuler comme ça. Et donc, elle impose l'ajout d'un préambule qui rappelle sur quoi a débouché Mein Kampf, c'est-à-dire notamment 6 millions de morts dans les camps de concentration et dans les centres de mise à mort. Mais le livre continue à circuler, il est toujours en vente aujourd'hui, dans la même traduction. Il se passe en 2011 un phénomène qui va déclencher toute la suite. 2011, dans Le Monde et dans d'autres journaux européens, un certain nombre d'historiens européens publient une tribune en disant, voilà, on est en 2011, les droits d'auteur qui sont pour l'instant bloqués par le Land de Bavière, qui est resté détenteur des droits sur tous les textes des criminels de guerre, ces droits, en 2015, seront accessibles à tout le monde, puisqu'on sera dans le domaine public, qui sera mort depuis 70 ans. Et donc, n'importe qui pourra publier ce livre sous une forme apologétique. Et les historiens se posent la question, quelle est notre responsabilité? Est-ce qu'on laisse faire ça, sans rien dire, ou est-ce qu'on ne laisse pas faire? En Allemagne, en France, en Italie, en Hollande, dans un certain nombre d'autres pays, les historiens décident que non, on ne laisse pas faire. Et donc, ils vont se mettre au travail et décider de faire une édition critique de Mein Kampf, c'est-à-dire de démonter très méthodiquement tous les mensonges qui sont dedans, de montrer dans quelle mesure l'antisémitisme virulent de Hitler, le délire de persécution qui s'exprime dans ce livre, a débouché à la fois sur la manière dont l'Allemagne a abordé la politique internationale, mais aussi et surtout sur la persécution des Juifs et leur massacre à partir de 1940, 40 pour la Shoah barbare, 42 pour la solution finale. Et il décide donc de se mettre au travail là-dessus.
Je précise juste un détail, la Shoah n'est pas mentionnée dans Mein Kampf, contrairement à ce que dit Alain Bauer. Elle ne pouvait pas l'être parce qu'elle est décidée en fait en 1942 réellement, et que même l'idée de se débarrasser totalement du peuple juif n'est en germe que quelques années auparavant. Mais Mein Kampf a joué évidemment un rôle considérable dans l'idéologie qui a permis d'ouvrir les portes vers cette horreur. Et donc la traduction française, on se met au travail, je vous passe les détails. Je suis contacté par un premier directeur d'édition qui était chez Fayard, qui était encore une maison d'édition honorable à l'époque, qui me dit, écoutez Olivier, vous avez traduit plein de choses sur le nazisme, j'avais aussi traduit d'autres textes nazis, on pourra en parler pendant la discussion après, donc des textes de nazis, est-ce que vous accepteriez de traduire Mein Kampf? Donc j'ai répondu, comme j'ai répondu toujours, si ça se fait dans un cadre strict, avec une équipe d'historiens qui va encadrer le livre, qui va en faire non pas simplement une lecture qu'on peut avoir sur sa table de chevet, mais un véritable livre d'histoire, je suis partant. Et j'ai commencé à travailler donc avec ce premier directeur d'édition. J'ai fait une première version de ma traduction qui était intermédiaire entre ce qu'avaient fait les éditions Sorlo et ce qu'était le texte d'origine. C'est-à-dire un texte où je reprenais la complexité du texte, mais en éliminant ce qui était quand même le plus illisible. C'est-à-dire que je me disais, c'est pas possible de sortir un texte en français qui soit illisible. On a une vieille peau de traducteur, Isabelle, qui fait que même un texte mauvais, quand on le rend à un éditeur, on a quand même tendance à essayer de sauver les meubles. Voilà. Donc j'avais sauvé les meubles. Ce directeur d'édition est parti de la maison Fayard pour des raisons qui n'ont aucun intérêt. Et le livre, pendant 6 mois, a été totalement enterré aussi. Et j'étais assez content. Je me disais, bon, finalement, j'ai fait le boulot, j'ai été payé. J'en entends plus parler, tant mieux. C'était une telle horreur que je laisse entourer. Et puis un jour, la nouvelle équipe des éditions Fayard, avec Sophie de Closet à la direction et Sophie Hogg à la direction du département Histoire, m'ont rappelé en me disant, écoutez, on a un nouveau directeur d'édition qui voudrait vous rencontrer. Et là, je suis allé là-bas et j'ai retrouvé donc Sophie Hogg, Sophie de Closet, et un monsieur merveilleux qui s'appelle Florent Braillard, qui est un remarquable chercheur en histoire, qui a notamment publié un livre essentiel qui s'appelle Auschwitz, un complot nazi, où il montre comment la solution finale n'est pas la volonté d'un homme, comme on dit souvent, mais le résultat final du fonctionnement d'une machine infernale avec d'innombrables petits rouages et d'innombrables grands rouages qui a débouché sur l'assassinat et la mise à mort de 6 millions de personnes. Et ce monsieur me dit, écoutez Olivier, votre traduction est très bien, mais alors là, je rentre la tête et j'attends la suite, on voudrait autre chose. Et il m'explique, on voudrait que vous nous fassiez une traduction du texte tel qu'il est en allemand. Je comprends assez vite ce que ça veut dire. Il veut une traduction illisible d'un texte illisible. J'ai accepté. Je veux dire que comme beaucoup des membres de ce projet, je me suis giflé plusieurs fois après pour avoir dit oui. Mais j'avais le pressentiment, comme Florent Braillard, qu'il y avait quelque chose d'important derrière. On a travaillé très longtemps. J'ai refait chapitre par chapitre la traduction que j'avais faite en réintégrant tous les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire tous les adjectifs, tous les adverbes, toutes les particules locutoires qui brouillaient le sens. J'ai refait un texte qui était incompréhensible. Ce qui pour un traducteur, c'est la pire des choses qu'on puisse faire. Je veux dire, c'est-à-dire que toutes les règles de mon métier, j'ai dû les mettre dans mon tiroir et travailler pendant 6 années par petits bouts. Je ne faisais pas ça toute la journée, je serais devenu fou. À la reconstitution de l'illogisme, de l'inalphabétisme, en fait, puisque c'est quand même le problème d'Hitler fondamental, de l'absence totale de raisonnement, de l'absence d'empathie, d'une bêtise crasse et épaisse. Et ce texte donc, a été terminé dans les années 2018-2019 avec un énorme travail d'échange entre moi-même et les historiens, avec une équipe d'historiens, j'ai cité Florent Braillard, mais il y avait Nicolas Patin, il y avait Christian Ingrao, il y avait David Gallo, de très très grands noms qui ont fait depuis des livres absolument remarquables. Au tout début, il y avait aussi Johan Chapoutot qui a quitté le projet pour des raisons dont on pourra reparler dans la discussion parce que ses arguments ne sont pas inintéressants. Et on a travaillé tous ensemble pour produire ce texte. Il devait sortir en 2019, il y a eu le Covid, donc on est sorti en fait en 2021. Au milieu, il y avait une polémique dont on pourra reparler, qui a été lancée en France par Jean-Luc Mélenchon, qui ne connaissait strictement rien au projet, qui avait besoin de faire du bruit pour les élections proches, et qui donc a publié un texte sur son blog qui s'appelait « Pourquoi Mein Kampf quand il y a Marine Le Pen ?» Bon. Le raccourci était assez saisissant. En soi, il ne dérangeait pas trop, sauf que l'intérieur du texte était complètement abscon parce qu'il ne connaissait pas du tout notre projet. Et donc, il écrivait, c'est épouvantable de faire ça.
Voilà. On reparlera de cette polémique qui m'a pris 3 ou 4 mois de mon temps quand même et qui a été relativement violente, qui a débouché quand même sur des discussions assez intéressantes entre historiens. C'est-à-dire qu'on nous a fait remarquer, et ce n'était pas complètement faux, que la publication du livre, même dans une grosse édition critique, pouvait se heurter à un certain nombre d'obstacles moraux. Premièrement, le risque qu'on revoie Mein Kampf en tête de gondole chez Leclerc ou chez Mammouth. Mammouth n'existe plus, pardon, chez Auchan. Je vous ai dit que j'étais un dinosaure. Ce qui était un risque, je pense, pas réel, mais dont il fallait tenir compte. Deuxièmement, il n'était pas admissible qu'un éditeur, quel qu'il soit, s'enrichisse avec l'argent provenant du nazisme. Raison parfaitement exacte, qui avait déjà en fait été intégré à notre projet, puisqu'il était entendu depuis le début que les bénéfices du projet iraient de toute façon à une fondation. Mais cette polémique nous a posé des problèmes parce que du coup, on ne trouvait plus de fondation qui accepte cet argent. Finalement, la fondation Auschwitz-Birkenau, qui s'occupe du maintien en état des deux camps, Auschwitz et puis Birkenau qui était juste à côté. Enfin, Auschwitz-Birkenau était un gigantesque, c'était pratiquement une ville immense, et elle est entretenue aujourd'hui par cette fondation. Et donc la totalité des bénéfices, droits d'auteur plus bénéfices, va à cette fondation. Voilà. Et puis il y a un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire est-ce que vous assumez le fait que ça soit en librairie, est-ce que vous assumez le fait que les gens lisent ça dans le métro, voilà. Toutes sortes de questions auxquelles je n'ai pas répondu, c'était le travail des historiens, mais auxquelles ils ont trouvé des réponses. Le livre fait 4 kilos, donc pour le lire dans le métro, c'est absolument impossible. Il est de cette taille-là. Il coûte une fortune, mais il a été donné à toutes les bibliothèques de France qui le souhaitaient. Je vous l'ai dit, donc la totalité des fonds ont été versés à la fondation Auschwitz-Birkenau. Les historiens ont travaillé de manière bénévole. Et pour ce qui me concerne, après avoir été payé pour mon premier travail, j'ai travaillé aussi de manière bénévole pendant 6 ans. Voilà. Donc il était clair que ce projet ne pouvait enrichir personne. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, après la polémique de 2015 qui avait été assez compliquée, le livre a été extraordinairement bien reçu. En fait, la seule critique désagréable qu'on a eue, c'était celle de l'extrême droite, qui était absolument furieuse, qu'on démonte le mythe du Führer, qu'on démonte le mythe de l'autodidacte génial, et qu'on montre que ce livre était en fait une sombre idiotie. Voilà. Donc, mais tout le reste, y compris des journaux comme Le Monde, qui étaient plutôt sceptiques en 2015-2016, ont fait des critiques tout à fait enthousiasmées. Et donc, c'était une réussite. Après, et je vais finir là-dessus pour ouvrir le débat, après cette publication, j'étais très soulagé, je pensais ne plus jamais en entendre parler, et l'éditrice Héloïse d'Ormesson, qui est une éditrice avec une petite maison mais qui fonctionne extraordinairement bien, m'a proposé de raconter cette histoire. Ce que j'ai fait, je racontais dans ce livre qui s'appelle Traduire Hitler, tout ce que je vous ai raconté, y compris en détaillant cette polémique qui était quand même pas inintéressante, surtout sur la politique française, ce qui m'a permis de pressentir déjà un certain nombre de choses à l'époque. J'ai commencé à raconter ce qu'on avait fait, pourquoi on l'avait fait, ce que c'était que ce livre, ce que c'était que le nazisme à travers ce livre. Et puis, j'ai écrit ça pendant la campagne présidentielle de 2021. Et là, j'ai entendu autour de moi des mots que je connaissais, parce qu'on avait Le Pen depuis 1980, j'en ai parlé, on avait le Durafour crématoire, on avait le point de détail, je savais bien que le révisionnisme commençait à monter en France. Mais je ne pensais pas qu'il s'exprimerait comme il s'est exprimé pendant cette campagne. J'ai entendu le mot remigration, et j'ai pensé aux termes que les nazis utilisaient, eux, pour désigner leur propre action. Les nazis savaient pertinemment que ce qu'ils faisaient était abominable, notamment à partir de 1942. Mais ils savaient aussi qu'avant, les campagnes antisémites pourraient un jour se retourner contre eux, qu'ils pourraient avoir à rendre compte devant des tribunaux internationaux. Et donc, ils avaient développé un gigantesque vocabulaire que décrit admirablement Victor Klemperer dans un livre indispensable qui s'appelle LTI, Lingua Tertii Imperii. Ils avaient développé tout un vocabulaire pour atténuer ce qu'ils étaient en train de faire, pour masquer, pour tricher, et aussi pour infecter la langue allemande. Je voudrais juste vous lire très rapidement quelques lignes de Klemperer où il décrit ça. Mais la langue ne se contente pas de poétiser et de penser à ma place. Elle dirige aussi mes sentiments. Elle régit tout mon être moral, d'autant plus naturellement que je m'en remets inconsciemment à elle. Et qu'arrivera-t-il si cette langue cultivée est constituée d'éléments toxiques, ou si l'on en fait le vecteur de substances toxiques? Les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic. On les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu'après quelque temps, l'effet toxique se fait sentir. Et en 2021, j'étais face à ça. J'avais M. Zemmour qui expliquait, sans rire, que les jeunes gens qui s'appelaient Mohamed, qui s'appelaient Ahmed, qui s'appelaient tout ce que vous voulez, n'étaient pas vraiment français,
s'il ne choisissait pas de s'appeler Pascal, Thibault ou Joséphine. Ça, je le connaissais parce que j'avais lu les journaux de Victor Klemperer. Victor Klemperer, un jour, il reçoit une lettre chez lui. Alors, c'était le phénomène inverse. Il reçoit une lettre en disant « Vous vous appelez Victor et vous êtes juif, vous n'avez plus le droit. Vous devez vous appeler Moïse ou Israël, ou il y avait un troisième prénom, je ne sais plus quoi. » Victor Klemperer réagit dans ses mémoires en disant « Mais j'ai éclaté de rire. Qu'est-ce que c'était que cette énormité ?» Sauf que cette langue-là, qui s'attaque au prénom, qui s'attaque à l'essence même des gens, en fait, elle tente de détruire totalement les identités. Et c'est exactement ce que faisait M. Zemmour. Zemmour, qui est juif et berbère, je le rappelle, et qui porte un prénom scandinave. La volonté d'une espèce d'intégration forcenée dans une communauté du peuple française, parce que c'est de ça qu'il s'agissait, où si on avait la moindre velléité de conserver son identité personnelle, on devait partir. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est un autre homme politique qui a prononcé cette phrase. Pour moi, c'était insupportable. Et là, j'ai commencé à écrire à la fin de Traduire Hitler ce que je ressentais, c'est-à-dire la montée de ces phénomènes. Je termine mon livre en disant « Les égouts remontent et nous nous bouchons le nez ». 2021, il y avait ça, il y avait les Français de papier, on commençait à en reparler. Les Français de papier, c'est très simple, il y a des bons Français et des pas bons Français. Il y a des Français de souche, qui est un terme absolument extraordinaire, parce que la souche, en général, c'est le reste du tronc qui pourrit. Et il y a des Français de souche, et puis il y a des Français pas de souche. Il y a des Français de papier. Cette expression-là, elle a une origine, c'est Pétain. L'identité française, la carte d'identité française, c'est Pétain. C'est-à-dire que c'était la négation même de tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'idée même du peuple français comme peuple civique, comme peuple politique, comme peuple de communauté d'idées. J'ai fini mon livre avec ça, j'en ai beaucoup parlé, ça fait 3 ans que je tourne absolument dans toute la France, j'ai fait 30 000 km l'année dernière pour en parler, et je rencontre des gens qui me disent « Ah ben effectivement, vous avez raison, et vous n'êtes pas beaucoup à le dire ». Et puis, depuis, il y a eu l'autre campagne, la campagne des élections législatives, où là, ça a été un déferlement. Et un déferlement où j'ai entendu ces mots-là, plus seulement dans la bouche de l'extrême droite, ce qui me paraissait relativement normal, si j'ose dire, mais aussi dans la bouche de candidats. En 2021, je l'ai pas mentionné, mais on a eu Valérie Pécresse, qui a trouvé très bon dans sa campagne absolument catastrophique, de reprendre le terme de grand remplacement, qui est un terme qui vient directement du 11e chapitre de Mein Kampf, où Hitler décrit le grand remplacement des Allemands par les Juifs. Et là, on est dans le grand remplacement des Français par, alors on dit les musulmans, ce qui est quelque chose d'extraordinaire, parce que d'abord, il y a plein de musulmans européens, et c'est évidemment pas eux qui sont désignés. Ils peuvent pas dire le grand remplacement par les Arabes, mais évidemment, c'est la pensée. Évidemment, c'est une pensée raciale, raciste, voilà, et qui est absolument intolérable dans une démocratie comme la nôtre, et qu'on tolère. Et puis les mots continuent à monter, ce que décrit Klemperer. Et ils montent partout. Ils montent chez Emmanuel Macron, que je suspecte absolument pas d'être d'extrême droite, même si je n'ai pas un fol amour pour sa politique, mais qui tout d'un coup se met à parler de réarmement démographique. Pourquoi faire ? Ça va, on est assez nombreux. Il faut faire quoi ? Des jeunes soldats ? Et qui propose d'organiser des tests de fertilité pour les jeunes Français. Ça, c'est la pensée biologique allemande, l'emprise du pouvoir sur le corps. Au nom de la nation, au nom du développement de la nation, au nom du fait qu'il faut qu'on soit nombreux pour résister à la menace étrangère. C'est des choses qui sont absolument insupportables. Et puis tout récemment, le ministre de l'Intérieur, Retailleau, qui dit, entre d'innombrables trucs épouvantables, l'état de droit n'est pas intangible. L'état de droit, c'est ce qui fonde la démocratie dans le monde entier, et c'est ce qui fonde la démocratie française, grosso modo, depuis 1793. Pourquoi ? Parce que l'état de droit, c'est précisément ce qui permet au peuple, comme il l'appelle, et ce peuple n'a rigoureusement plus aucun rapport avec le peuple révolutionnaire, c'est ce qui permet au peuple de passer au-dessus de la tête des autres et de transformer la démocratie, qui est là pour appliquer la volonté de la majorité, mais aussi et surtout pour protéger la minorité, quelle qu'elle soit, minorité sexuelle, minorité raciale, minorité de genre, contre la dictature de la démocratie. Et cette idée-là, elle se répand partout. Je vais terminer simplement en parlant des derniers exemples qui sont épouvantables, qui nous viennent des États-Unis, où vous avez, au nom de ce peuple, un homme
qui visiblement n'a qu'une pensée politique extrêmement confuse, mais qui s'exprime exactement comme Hitler s'exprimait dans ses discours, c'est-à-dire avec d'immenses tirades totalement incompréhensibles, totalement confuses, et des conclusions qui sont extrêmement simplistes. C'est la photo woke, c'est la photo communiste du Parti démocrate, ce qui est déjà pour les américanistes assez amusant, c'est la faute aux étrangers, et qui utilise des phrases qui sont terrifiantes. Donald Trump dit « le sang des migrants va contaminer le sang américain ». Vous avez exactement la même phrase dans Mein Kampf, ça sort de là, c'est la même chose. Il dit, à propos non pas d'ennemis des États-Unis qui seraient prêts à l'attaquer, à propos par exemple des terroristes, mais à propos de ses adversaires, la gauche du Parti démocrate, il dit « nous allons éradiquer les communistes, les socialistes, les wokistes, les fascistes, alors ça c'est Trump, qui mènent une existence de vermine ». Alors, il y a deux mots là-dedans. Il y a éradiquer. En américain, il utilise le mot root out. Et root out, c'est exactement le pendant grammatical et linguistique de ausrotten. Et ausrotten, qui veut dire éradiquer, effectivement, c'est exactement le terme qu'ont utilisé les nazis à partir de Mein Kampf pour désigner l'expulsion des juifs, puis leur éradication physique et leur massacre. Et le terme de vermine, c'est aussi un terme nazi qui vient directement de Mein Kampf, de la même manière que le terme d'ennemi du peuple qu'il utilise à propos des journalistes. La haine qu'on entend dans le régime américain en ce moment contre l'éducation, contre l'université. Il y a 3 jours, on a appris qu'il menaçait d'expulser ou de mettre en prison 6700 étudiants étrangers de Harvard parce que la ligne dite politique, en tout cas la ligne d'enseignement de Harvard ne lui convient pas. Ce sont des mesures absolument fascistes, absolument nazies et qui sont intolérables. J'étais à Bruxelles hier, j'ai raconté cette histoire. Il se trouve que parmi les 6700 étudiants, il y a la fille du roi de Belgique et je sens qu'ils vont être obligés de transiger un tout petit peu. Mais bon, je mets un peu d'humour là-dedans, mais vous vous rendez bien compte qu'on est face à une situation qui est terrifiante. Les techniques de communication d'Hitler, et je vais m'arrêter là-dessus, de Hitler et de Goebbels, qui a été le grand communicateur du régime et un communicateur extrêmement moderne, extrêmement efficace, extrêmement inventif, sont reprises exactement telles quelles par l'entourage de Donald Trump. Je citerai simplement, je vous ai lu tout à l'heure ce passage d'Hitler en disant en gros, peu importe ce qu'on dit, il faut faire le buzz et qu'on soit partout. La phrase, elle a son pendant dans une phrase de Steve Bannon, militant d'extrême droite américain, proche conseiller de Donald Trump, qui dit « La seule chose qu'on doit faire, c'est inonder les gens de merde. » Excusez-moi, c'est son terme. Parce qu'ils sont absolument persuadés que ce dévalement, ce déversement permanent de paroles incohérentes, contradictoires, brutales, violentes, qui désignent à la vindicte et à la haine une partie de la population, est une manière de conserver le pouvoir. Ils n'ont pas totalement tort, c'est comme ça qu'Hitler a tenu pendant 12 ans. Voilà, je m'arrêterai comme ça. Et je vous laisse la parole. Vous avez évoqué plutôt le cas de Trump qui réutilisait le terme de fascisme. Donc nous nous demandions si vous pouviez donner une définition de ce qu'est pour vous le fascisme et aussi une définition du populisme et de la propagande, qui sont des termes qui reviennent très souvent dans votre ouvrage. Et nous nous demandions aussi dans quelle mesure ils étaient réutilisés dans les discours actuels, notamment d'extrême droite. Oui, bien sûr. Alors, il y a 2 définitions du fascisme. Il y en a une qui est historique, qui est très simple. C'est le pouvoir qui s'installe en Italie sous la férule de Mussolini après la marche sur Rome, donc une prise du pouvoir violente, une prise de pouvoir antidémocratique, une gestion du pouvoir qui est très violente, beaucoup d'arrestations, des lois décrétées hors de tout contrôle, une volonté expansionniste, notamment colonialiste. L'Italie, à ce moment-là, développe ses colonies, elle va intervenir un peu partout. Une très grande nuance sociale, qu'on voit notamment dans les films de Pasolini. Voilà. C'est une définition très restrictive. On n'est pas dans ce cadre-là. Ce qui m'intéresse plus, moi, c'est une définition qui est aussi donnée par un Italien, c'est Umberto Eco, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Reconnaître le fascisme » et qui est très intéressant. Parce que si vous limitez, si vous voulez, les phénomènes, ces phénomènes qui sont des phénomènes de société, des phénomènes intellectuels, des phénomènes de pensée, des phénomènes de vocabulaire, à leur contexte historique, vous arrivez à cette situation où
vous avez quelqu'un qui vous dit mort aux Juifs, vous lui dites ce que vous dites est un vocabulaire nazi, et il vous répond, vous avez gagné un point Goldwyn, le nazisme c'était fini en 1945. Il m'est arrivé d'avoir des discussions, si on peut appeler ça comme ça, avec des militants d'extrême droite, et ça donnait exactement ça. Donc si on se restreint à ces définitions historiques, on arrive à des discussions qui sont totalement stériles. En octobre, avant l'élection de Donald Trump, j'ai été sur la 5 dans une émission qui était très bien faite, qui s'appelait Donald Trump, le retour du fascisme. On était deux à défendre cette thèse, une universitaire de Lausanne qui était absolument remarquable, une historienne, et moi. Et en face de nous, on avait un monsieur qui était un énarque français, donc on n'a rien compris. Et puis un journaliste pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui disait « mais vous pouvez pas faire des comparaisons comme ça, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Et en plus, vous faites le jeu de Trump parce que et vous jouez contre les démocrates en utilisant ce type de voilà. » Un mois plus tard, on a commencé à comprendre qui avait raison. Eco, il définit le fascisme par un certain nombre d'éléments. Il y en a 14, donc je ne vais pas les reprendre 14. Mais premièrement, le culte du chef. Alors, avec Donald Trump, évidemment, on l'a. Mais vous l'avez aussi au Rassemblement national en France. Je veux dire, le désarroi absolu dans lequel se trouve en ce moment le Rassemblement national, avec la perspective que sa présidente, elle-même fille d'une autre figure de culte, ne soit pas éligible, montre à quel point le culte du chef dans ce parti est absolument évident. Et si vous pouvez prendre n'importe quel autre parti d'extrême droite en Europe, l'AfD en Allemagne avec Madame Weigel, le parti néerlandais, Orban en Hongrie, vous pouvez prendre n'importe lequel de ces partis, vous avez déjà cette première caractéristique. Deuxième élément important, le populisme. Alors, je vais répondre un petit peu à votre question. Le populisme, qui à l'origine était un mouvement, enfin l'origine que je connais moi, c'est un mouvement russe qui s'appelait les Narodniki au XIXe siècle, qui consistait pour des intellectuels à aller dans les campagnes russes pour d'abord travailler avec le peuple et tenter de le convertir aux idées pas marxistes, enfin si, aux idées marxistes et révolutionnaires naissantes. Ce mouvement-là, ça voulait dire on va vers le peuple pour monter avec lui vers autre chose. Les mouvements populistes aujourd'hui dans toute l'Europe, je vais quand même le préciser pour que les choses soient claires, de droite ou de gauche, ont toutes le même but, c'est-à-dire simplifier les problèmes, alors qu'on est dans un monde qui est de plus en plus complexe, désigner des ennemis et faire croire qu'ils sont la seule solution. Et ça vaut, je le répète, pour des gens que j'ai du mal maintenant à qualifier de gauche, autant que pour l'extrême droite. À l'extrême droite, puisque c'est mon sujet de travail, en France, en gros, 9 discours du Rassemblement national sur 10 vous disent le problème, c'est les immigrés. Une fois qu'on sera débarrassé des immigrés, tout sera résolu. Dans les faits, ce mouvement, qui par exemple, Madame Le Pen a fait une grande déclaration hier pour la fête des mères, et se dit féministe, ce sont des mouvements qui vont, par exemple, voter en Europe comme en France contre toutes les lois qui font progresser les droits des femmes, contre toutes les lois qui défendent les minorités sexuelles, contre toutes les lois qui protègent le travail des minorités en général, et qui, par contre, déploient un immense effort pour promouvoir des lois contre l'écologie, contre la défense des minorités raciales, et évidemment pour favoriser les expulsions. Voilà. Dans les autres caractéristiques que donne Eco, il y en a beaucoup d'autres. Le culte de la virilité, qui est évidemment chez Trump omniprésente. Je veux dire, cette espèce de masse physique qu'il déploie partout, très menaçante. Cette image invraisemblable pendant un conseil je crois que c'était le G20, où on le voit pousser ses collègues, dont Orban d'ailleurs, pour se mettre devant et rajuster sa cravate en arrivant. Enfin, c'est John Wayne. John Wayne n'est pas un fasciste pour autant, mais quand vous êtes homme politique et quand vous déployez ce genre de truc, voilà. Et puis, le refus de la démocratie, le refus de la culture. Donc, le refus de la démocratie, pour ce qui concerne Trump, c'est très clair. C'est la loi, c'est moi. C'est ce qu'il a dit. Le refus de la culture, avec une politique américaine en ce moment qui est sidérante, de fermeture des lieux ou de prise de pouvoir directe par Donald Trump de certains centres comme le Kennedy Center pour imposer sa vision de la culture. La haine féroce de l'enseignement, j'en ai parlé, la volonté de mettre au pas, ça sera aussi c'est un terme nazi, Gleichschalten, de mettre au pas les universités, et puis la désignation d'un ennemi. Le lendemain de sa désignation comme vice-président, son élection, J.D. Vance a eu cette
phrase absolument extraordinaire. L'ennemi, c'est le professeur. Il a dit, je peux vous donner les sources, l'ennemi, c'est le professeur. La haine de la science, qui se développe au sein du gouvernement américain avec J.D. Vance, avec Robert Kennedy, qui est un ministre de l'éducation, de la santé, je commence à perdre mes mots, qui est un ministre de la santé qui va probablement laisser plusieurs dizaines de milliers de morts derrière lui. Ça a déjà commencé avec la rougeole. Je pourrais continuer à l'infini. Donc, pour moi, ces mouvements-là sont très clairement des mouvements à la fois populistes, puisque l'idée, c'est « je suis la solution ». Autre élément du populisme, l'idée que vous êtes tous persécutés, qu'on retrouve partout. Trump n'arrête pas de dire l'Europe en veut à l'Amérique, l'Europe a toujours été très injuste avec nous, le monde entier nous envie, donc il faut qu'on se replie sur nous-mêmes et qu'on défende le pays pour rendre notre pays de nouveau grand. Tous ces éléments font qu'effectivement on peut définir le fascisme comme ça, et c'est évidemment beaucoup plus large que la définition stricte du fascisme mussolinien, mais c'est aussi beaucoup plus productif pour voir ce qui est en train d'arriver aux démocraties dans le monde entier, parce que malheureusement, ça ne concerne pas seulement la France ou l'Europe, mais le monde entier. Le nombre de démocraties réduit chaque année maintenant. Comme vous l'avez évoqué dans votre ouvrage, vous avez traduit une grande variété de textes fascistes et nazis. Et donc nous nous demandions si vous avez pu dégager de ces traductions une ou plusieurs méthodes de manipulation du langage. Déjà, je l'ai rapidement évoqué, c'est une technique qui a des sources. Dans les textes völkisch, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc ces textes qui remontent à la fin du 19e, au début du 20e siècle, vous avez cette manière de parler qui est très ésotérique. Il y a un texte qui est conçu et écrit exactement comme ça, c'est le texte de Rosenberg qui s'appelle « Le mythe du 20e siècle », qui est un texte totalement, c'est de l'ésotérisme appliqué à la géopolitique. Donc c'est un texte extrêmement confus qui s'inspire un petit peu des textes de Spengler sur la volonté de décrire le monde comme un affrontement entre alors chez Spengler c'est des groupes de civilisation, chez Rosenberg déjà ce sont des races, mais il y a aussi toute une dimension mystique qui lui permet de manier en fait un langage qui est proche du grand prêtre ou de la grande prêtresse, de la grande vestale de l'Allemagne, c'est-à-dire de détourner en fait la langue allemande, une langue magnifique et parfaitement claire quand elle le veut, pour en faire une espèce de bouillie épouvantable. Et d'ailleurs, les gens ne s'y sont pas trompés, il y a une édition du mythe du XXe siècle qui est sortie il y a une quinzaine d'années, dans une maison d'édition d'extrême droite et avec un texte totalement apologétique. Parce que la dimension mystique, si vous voulez, du populisme en général et du populisme d'extrême droite en particulier joue un rôle fondamental. Il y a toujours une dimension millénariste, une dimension d'avènement qui s'exprime partout. Chez Hitler, c'était le Reich millénaire, mais pour prendre ici, par exemple, les affiches du Front National puis du Rassemblement National, ce sont les mêmes à 40 ans de distance, c'est « tenez bon, on arrive ». C'est exactement le texte, c'est-à-dire supporter la situation, nous arrivons pour vous apporter, en gros, on vient comme le Christ sur terre, vous sauver, on est le Messie. Et il fonctionne comme ça en permanence. D'où le problème dont j'ai parlé tout à l'heure, quand le Messie se casse une jambe et se retrouve devant les tribunaux et est condamné à ne plus pouvoir descendre sur terre. Là, ils sont vraiment très très mal. Mais vous avez ça partout. En Hongrie, ça a été exactement ça. Orban disait, je vais vous sauver des homosexuels, vous sauver de la presse pourrie, vous sauver des intellectuels qui vous intoxiquent et vous rendre le pouvoir. Le pouvoir, il l'a gardé et puis il n'est pas prêt de le lâcher. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et ça, on le voit très très bien en analysant le langage de Hitler et le langage de Trump. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec une amie traductrice qui est vraiment une amie, qui a écrit un livre remarquable que je vous conseille, qui s'appelle La langue de Trump, aux éditions des Arènes, il y a quelques années, je crois que c'était en 2018-19, qui dissèque le langage de Trump et qui fait le travail que j'ai fait sur Hitler. Et il y a tellement de parallèles qu'on anime ensemble un atelier à l'école de traduction pour montrer comment ça se fait. Cette langue, elle permet de faire passer n'importe quoi, y compris les pires horreurs. À l'école de traduction, on fait traduire à nos élèves une phrase qui est vraiment pas politique, mais qui montre comment ça fonctionne. C'est-à-dire comment on peut faire passer n'importe quoi. Il arrive en 2017, je crois, c'est sa première visite en France, 2016. 2017.
Il arrive, il voit Emmanuel Macron, il voit Brigitte Macron, il se tourne vers Brigitte Macron et lui dit, excusez-moi mon anglais, je suis germaniste, you're in very good shape. Et la presse mondiale en entier s'est demandé comment traduire ce truc. Personne n'a osé le traduire comme ça aurait dû l'être. Et connaissant Trump, c'était évident, le sens, vous êtes vachement bien conservé pour une vieille schnock. Mais simplement, ce langage passe-partout dont on a l'habitude, lui permet de prononcer des phrases comme ça, et lui permet de prononcer les phrases que j'ai citées tout à l'heure. Et comme c'est en permanence, il y a cette technique de la répétition éternelle des mêmes choses, ça finit par passer. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, mais dont j'aurais bien voulu parler tout à l'heure. Il y a un terme qu'on prononce tous maintenant, et on ne s'est absolument pas rendu compte à quel point, comme le dit Klemperer, on s'est laissé intoxiquer par cet arsenic. Moi, dans toute mon enfance, dans toute ma jeunesse, quand j'étais militant, parce que je l'ai été et je ne suis plus, on avait l'habitude de faire une distinction très précise en France entre 3 types de personnes qui venaient de l'extérieur. 4. Les touristes, on passe. Deuxièmement, les travailleurs immigrés, qui étaient des gens arrivés en France depuis les années 1960 pour faire vivre le pays, qui l'ont fait vivre, qui ont construit des usines, qui ont fait marcher le pays, qui ont fait marcher l'industrie, qui ont joué un rôle absolument essentiel et dont les deuxième et troisième générations, plutôt troisième maintenant, sont relégués dans des banlieues immondes, coupés du monde et extrêmement maltraités. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, il y avait les réfugiés. Les réfugiés, c'était des gens qui venaient en France au nom de lois internationales, de protection des minorités, de protection des gens en danger. C'était très précis, il y avait des lois qui s'appliquaient, elles s'appliquent toujours, mais de plus en plus durement, pour que des gens qui étaient menacés dans leur pays ne soient pas renvoyés chez eux. Troisième point, il y avait les clandestins, donc des gens qui étaient venus en France, dont tout le monde savait qu'ils étaient là, dont tout le monde savait qu'ils étaient utilisés et salement exploités dans l'hôtellerie, dans le bâtiment, dans le tourisme. Voilà. Et on avait 3 catégories très précises, et quand on parlait d'un problème d'une catégorie, par exemple, est-ce qu'il faut régulariser les clandestins ou pas? Question qu'on a posée après 1981, et François Mitterrand y a apporté une réponse claire. Oui, il faut régulariser les clandestins qui ont du travail, parce qu'ils font marcher notre pays, qu'on a besoin d'eux, et que tant qu'on les maintiendra dans ces situations d'illégalité, on aura des ennuis, et ils ne pourront pas vivre normalement. Ces 3 mots-là, depuis, j'ai pas vu le passage, moi, mais ils se sont fondus en un seul mot, qui est le migrant. Alors d'abord, c'est conceptuellement problématique, puisque vous désignez des situations totalement différentes par un seul terme. Ce qui est n'importe quel étudiant de première année de philo est capable de dire il y a un problème. Deuxièmement, ça stigmatise dans sa totalité une communauté qui revient à la communauté que Hitler a exclue. Donc a créé une espèce de communauté du peuple avec toute une catégorie gigantesque de gens qui ne sont pas là, un migrant, et puis les fils de migrants, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas des Français de souche, qui sont des Français de papier. Et doucement, vous glissez déjà vers l'exclusion. Et là, je ne rêve pas. Ce sont des termes qui ont été utilisés par des gens qui sont réputés de droite républicaine. Je pense à M. Wauquiez en particulier, ou M. Retailleau. Donc vous avez déjà un problème de vocabulaire énorme, et qui est passé comme une lettre à la poste. Tous les journalistes parlent de ça aujourd'hui. Puis il y a un troisième problème, et là, c'est l'historien de la langue qui parle. Le migrant, c'est celui qui passe, c'est le voleur de poules, c'est le gitan, c'est le manouche. Cette population qui est traquée en France, qui a eu sous Pétain, mais il l'a gardé pendant très très longtemps, son livret de voyage, dont on recommence à parler aujourd'hui en la stigmatisant. Alors ce sont là encore, pour leur immense majorité, des gens qui sont des travailleurs, qui sont indispensables par exemple aux récoltes, qui sont indispensables à un certain nombre d'activités saisonnières sur les côtes et dans les montagnes, bref. On a une population qui est de nouveau mise à part. Sauf qu'historiquement, en France, on a cette image-là, mais dans toute l'Europe centrale et orientale, ça renvoie à une autre image, qui est celle de la Savère, qui est celle du Juif errant. Et ça rime en plus. C'est-à-dire que vous réduisez de nouveau une population entière à une population effectivement de migrantes, c'est-à-dire qui n'a plus aucune autre existence que son déplacement perpétuel, qui, comme le dit Hitler dans Mein Kampf, ne peut s'ancrer nulle part, ce que disent plein d'hommes politiques aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on appelle la gauche, qui est forcément malsaine et à laquelle on va attribuer tous les mots. Je rappelle la phrase de Marine Le Pen dans un tract de 2019 aux élections régionales dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une immigration
bactérienne. Voilà. Moi, ma question maintenant, elle est un peu plus ancrée dans la traduction. Vous avez parlé du fait que c'était un projet qui s'est fait sur plusieurs années, que sinon vous seriez devenu fou. Du coup, la question que j'ai à vous poser, en fait, c'est plein de questions. La première, c'est est-ce que lorsque ce projet vous a été présenté, vous vous sentiez déjà prêt à le réaliser? Est-ce que c'est un projet qui vous a demandé de vous éloigner pas mal du texte, c'est-à-dire mentalement, ou est-ce que vous êtes complètement lancé dedans et que vous avez interagi avec personnellement pour y réagir? Enfin, quel a été le processus de traduction pour un projet aussi important, en fait? Alors, pour première réponse, quand on me l'a proposé, j'ai pas été surpris parce que je savais quelque part que ça viendrait à un moment ou à un autre. Je dis pas que j'ai pas été effrayé. J'ai été effrayé parce que ce texte a une aura maléfique, démoniaque, et d'ailleurs j'ai eu à le sentir auprès de plusieurs amis avec qui j'ai eu de longues discussions, parce que c'est un texte qu'on ne connaît pas, qu'on a très peu lu, notamment en Allemagne, où il est interdit, lui, depuis 1945. Les Américains, quand ils sont arrivés en Allemagne, ont même brûlé les plaques de plomb du livre. Et les Allemands ne savaient plus quoi faire de ce livre-là. Ils en avaient tellement peur, il y en a qui l'ont enterré, il y en a qui l'ont brûlé. Et quand j'ai commencé, moi, à tourner pour traduire Hitler, et pour historiciser le mal, je suis allé en Alsace et j'ai eu des gens qui m'ont demandé « Mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? À votre avis, est-ce qu'il faut le garder ou pas ?» Comme s'ils avaient un truc, une espèce de boîte d'allumettes explosive qui était capable d'incendier toute leur bibliothèque. Christian Ingrao, dans un débat que j'ai eu avec Alexis Corbière de la France Insoumise, a eu cette phrase. Notre travail, c'est de refroidir Mein Kampf. C'est-à-dire, d'une certaine manière, si vous voulez, il fonctionnait comme l'anneau de Tolkien. C'était quelque chose, quand vous le preniez, ça brûlait. Et quand vous travailliez dessus, ça brûlait. Sauf que tout le monde travaillait dessus. Tous les historiens travaillaient, quand ils connaissaient l'allemand, sur le texte d'origine, et autrement travailler sur cette traduction qui était scientifiquement inutilisable, la traduction de 1934, puisqu'elle simplifiait tout. Donc on n'avait pas le travail. Ça, c'est la première partie de votre réponse. J'étais effrayé, oui, mais je savais aussi que c'était un travail nécessaire pour avoir rencontré ce texte sous forme de citation partout, et pour savoir depuis le début que la traduction française était inutilisable, et de toute façon qu'il fallait retraduire, et que je retraduisais à chaque fois que je le rencontrais. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la question que vous posez, elle est excellente parce qu'elle pose le problème du rapport qu'on peut avoir avec cette période. Le nazisme, traduction ou pas, c'est une des apogées de l'inhumanité, c'est-à-dire du moment où l'humanité se donne de bonnes raisons verbales, logiques, pour ne plus être humaine. Pour abolir ce que nous appelons la morale, qui dans mon esprit n'est pas du tout quelque chose de religieux, mais ce qui fait par exemple que je ne vais pas me retourner vous tuer. Voilà. Qui repose quand même essentiellement sur l'idée qui était formulée par le 5e commandement, qui existe avant, je veux dire, dans d'autres civilisations, qui est « nous sommes des êtres humains, nous sommes une communauté à part entière, qui n'est pas raciale, qui est une communauté d'intellect, de manière de vivre, d'esprit, le fait qu'on marche sur deux jambes, qu'on ait un cerveau et qu'on puisse parler, grosso modo. Et ces êtres-là, vous n'avez pas le droit de les tuer. » La démarche du nazisme, c'est de dire parmi ces êtres-là, il y en a qui ne sont pas des êtres. Il y en a qui sont des sous-hommes et nous, on est les surhommes. Et donc, on va avoir des droits sur ces gens-là. Ce n'est pas nouveau, hein, dans l'histoire, il y a d'autres cas, mais eux théorisent ça. Ils le théorisent avec la théorie de la race supérieure, avec la théorie des races inférieures. Ils font un travail absolument phénoménal dans le domaine scientifique pour prouver que la race dite aryenne, qui n'a évidemment jamais existé, est supérieure aux autres. Ils vont faire des abominations. Enfin, je cite simplement l'assassinat de personnes juives, tziganes et autres, à seule fin de récupérer leur squelette pour faire des travaux d'anatomie. Et ce sont de grands professeurs, y compris à Strasbourg, en France, qui ont fait ça. Tout ça ouvre la voie à l'inhumanité. Je vais répondre à votre question après, simplement, là encore, pour faire un parallèle. Cette chute de la morale, qui se traduit en France, par exemple, dans le vocabulaire d'extrême droite, par le fait qu'on vous accuse de faire de la moraline. Hein, c'est le terme d'extrême droite. C'est-à-dire, vous dites, vous n'avez pas le droit de dire ça parce que cette minorité-là a le droit de vivre une vie parfaitement normale. Vous n'avez pas le droit de vous attaquer à elle. Vous n'avez pas le droit de restreindre ses droits. Et donc, vous fermez votre... Hein, voilà. Et on vous répond, oui, vous êtes encore en train de faire de la moraline et point Godwin. Voilà. C'est dans tout, à chaque fois qu'il y a eu des atteintes insupportables aux droits de l'homme, c'est la démarche qu'on a adoptée avant. Le nazisme, je vous l'ai dit, s'ouvre avec la révolution conservatrice qui va redonner une forme écrite et orale à un antisémitisme qui était quand même
sous le boisseau en Allemagne. En France, l'arrivée de Jean-Marie Le Pen est précédée par un travail de sape intensif qui est mené par un groupement qui s'appelle le GRES, dirigé par Alain de Benoît, qui est un intellectuel dont on recommence à dire aujourd'hui que c'est un intellectuel de renom. Non. C'est un intellectuel d'extrême droite qui tisse des théories fumeuses pour justifier l'inacceptable. Et comme par hasard, vous avez, juste après ce travail de sape qui est mené dans les années 80, vous avez Jean-Marie Le Pen qui profite de ces portes ouvertes. Ah bon, on a le droit d'être raciste. Eh ben c'est parfait, je vais parler du détail de l'histoire, je vais parler du rafour crématoire, je vais parler de Patrick Buel en disant le chanteur Ben Guigui, je vais me permettre un certain nombre de choses, je vais être après frayer avec Dieudonné, etc. Il n'y a à aucun moment dans l'histoire, la rupture des barrières morales ne se fait naturellement. Elle peut se faire par la violence de la guerre, où là toutes les barrières sautent, mais dans la vie civile et civique, elle se fait par l'exploitation d'un travail de sape et d'explosion du langage, toujours. Et pour répondre à votre dernière question, comment est-ce qu'on fait? Alors, je vous ai dit, j'ai traduit peut-être 40, 50 livres sur le nazisme. Je vous ai parlé de Peter Reichel, mais j'ai traduit 2 livres sur la médecine nazie, dont un livre écrit par Ernst Klee, qui s'appelle Les médecins Auschwitz et la médecine nazie, qui est un livre de 500 pages, donc j'y ai passé beaucoup de temps, et qui est littéralement insupportable. Mais insupportable, c'est-à-dire que c'est le seul livre pour lequel je me sois vraiment parfois mis à pleurer sur mon clavier, parce que c'était insoutenable, notamment les descriptions d'expériences qui ont été menées sur des enfants, c'était atroce. L'auteur a arrêté. Ça a été son dernier livre, et moi j'ai eu du mal, vraiment. J'ai allé jusqu'au bout, je l'ai fait, c'est un livre qui est essentiel, donc je suis très content de l'avoir fait. Mais j'ai appris à me blinder. Et donc quand vous faites ce type de travail, si vous vous blindez pas, ou bien vous craquez, comme cet auteur et d'autres qui ont arrêté, ou bien vous devenez complètement paranoïaque, et vous voyez des nazis partout, ce qui est très embêtant, et ce dont je me suis bien gardé pendant des années, jusqu'au moment où j'ai constaté qu'en toute rationalité, il y avait des nazis partout, et donc j'en ai tiré les conclusions. Et troisième point, il faut aussi se blinder pour son travail. Quand vous êtes cancérologue, que vous opérez de pauvres gens qui ont des saletés, parfois inopérables, que vous ouvrez, que vous refermez en sachant que la personne que vous avez devant vous avec une cochonnerie en a pour 2-3 mois, vous devez douter de votre métier. Moi, je n'opère pas des cadavres, j'opère des textes qui ont fait des milliers de victimes. Et si je me donne pas une cuirasse pour être, non pas indifférent, mais pour que la sensibilité ne me fasse pas d'abord faire d'erreurs, parce que la colère est aussi là, et ne me fasse pas pousser des choses, des mots simplement, qui vont déformer le texte et lui donner ce qui ne veut pas dire, je peux pas faire ce métier-là. Donc pour l'instant, je le fais. C'est pas toujours simple. Ça implique aussi mon entourage. Je raconte au début de traduire Hitler qu'un jour je suis revenu. Mon épouse à l'époque était aussi traductrice. Enfin c'est toujours mon épouse, mais elle n'est plus traductrice. Elle a arrêté. Et je suis revenu un jour chez moi et tous les livres où il y avait marqué Hitler, Goebbels, etc. étaient sur la tranche. Et on partage le même bureau et notre bibliothèque entourait le truc. J'ai rigolé, j'ai dit qu'est-ce qui t'arrive? Elle m'a dit je peux plus. Donc voilà. Donc depuis j'ai refait ma bibliothèque, mais j'ai mis des photos jolies devant ces bouquins-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi où l'omniprésence de tout ça est dangereuse et où il faut des discussions avec les gens qui m'entourent et des discussions aussi beaucoup avec mes amis juifs à qui j'ai eu pas du mal, mais j'ai pris du temps pour expliquer notre projet et ils se sont finalement ralliés à notre cause aussi, parce que pour eux, Mein Kampf, c'était le mal incarné. Et il y a quelques auteurs absolument remarquables, comme Anna Viviorka, qui continue à ne pas comprendre ce qu'on a fait. Ce que je respecte tout à fait. Juste pour rebondir sur ce que vous dites, pour les jeunes traducteurs qui se destinent du coup à faire de la traduction qui pourrait être littéraire ou qui souhaitent travailler sur des textes qui sont lourds d'histoire et par exemple douloureux comme ceux que vous avez rencontrés avec une carrière comme la vôtre, qu'est-ce que vous voudriez leur dire pour les préparer? Je les prépare. Je les prépare. Mais j'ai déjà plusieurs jeunes collègues qui travaillent sur ces thèmes-là. Il y a une dame qui s'appelle Carole Philly, notamment, qui travaille beaucoup sur
la Shoah en Europe centrale et qui traduit des textes importants, ben, je leur dis exactement ce que je vous ai dit. Soyez rigoureux, efforcez-vous pendant votre travail d'être froid et chaud à l'extérieur, parce que la colère qu'inspire tout ça, il faut surtout pas la perdre. Ça, c'est vraiment important. Il faut l'aborder de manière rationnelle, le traiter de manière rationnelle, mais la rage qui doit nous animer à chaque fois qu'on peut faire quelque chose pour pas que ça revienne, et c'est en train de revenir, pas sous la même forme évidemment, et pas encore sous une forme aussi violente, mais ça peut. Cette rage-là, elle doit nous porter. Donc il faut être, de toute façon, il faut être rageur quand on traduit. Encore une question qui est un peu plus large et qui n'est plus reliée qu'aux traducteurs maintenant, mais aussi aux personnes qui se trouvent en face de vous, qui vous écoutent et qui s'intéressent à ce langage fasciste, à la réflexion même sur les discours que l'on reçoit. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de votre discours aujourd'hui ? Quel est le message que vous voudriez laisser ? Nous sommes tous ici des gens qui lisons, qui pensons, qui allons au théâtre, qui allons au cinéma, etc. Je crois qu'il faut bien comprendre que l'offensive mondiale qu'on a en ce moment, qui n'est pas un complot mondial, hein, c'est simplement que des gens ont les mêmes intérêts partout, et que ces idées-là, qui sont des idées authentiquement fascistes, qui permettent notamment, par exemple, de réprimer des mouvements sociaux, tout simplement, parce qu'on désactive les barrières qui protègent les syndicalistes, qui protègent les politiques, etc. On voit ça notamment en Hongrie en ce moment, où une nouvelle loi sur la presse s'apprête à être votée pour restreindre encore les droits à l'information. Notre travail à nous, et là je parle vraiment de nous, lecteurs, etc., c'est de contrer ça. On a une offensive sans précédent partout contre la science. Aux États-Unis, c'est une offensive directe. On tente d'intimider des universités, on ferme des instituts de recherche absolument vitaux. On ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. La recherche océanographique française se retrouve avec les 2/3 de ces banques de données qui ont disparu. On ne peut plus travailler. La climatologie va prendre 10 ans de retard, alors que c'est évidemment le principal souci qu'on devrait avoir. C'est une véritable offensive sur le savoir. Donald Trump essaie de remettre la main sur la culture américaine. Les journaux américains sont menacés. Mais en France, on a aussi une offensive sur les universités. Alors, pas directement par le biais de contrôle, quoique on a aussi une mission ministérielle absolument scandaleuse qui a eu lieu sur le wokisme dans les universités, qui a produit un rapport grotesque sur un phénomène qui est complètement marginal, qui n'a aucun intérêt en soi, mais qui sert d'instrument politique pour contrer le savoir. Le savoir, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous défend. C'est-à-dire que tant que vous avez le savoir scientifique de base que j'ai, moi, alors que je suis un littéraire, qui me permet de répondre à un climato-sceptique qui m'explique que il n'y a pas de dégradation du climat qui soit liée à l'action humaine, tant qu'on a ça, tant qu'on a le minimum de science, de savoir, mais ça vaut aussi en littérature, ça vaut en géopolitique, ça vaut en histoire, pour répondre à ces gens-là, on aura des moyens de combattre. Si on détruit petit à petit, par la réduction des budgets des universités, par la réduction des budgets de l'enseignement, par des moyens de censure qui s'exercent, par exemple, je vais prendre un exemple tout récent, les Pays de la Loire qui coupent d'1/3 leur budget culturel, et qui, dans le même temps, contribuent très largement à l'organisation de la manifestation de M. Sterin, qui est un militant catholique traditionnaliste d'extrême droite, donc qui dépense des sommes considérables pour lui permettre de faire cette manifestation dans les Pays de la Loire. Face à ça, il faut vraiment être vigilant, savoir ce qu'on a en face de nous, et puis s'organiser. S'organiser essentiellement pour nous, ça veut dire travailler. C'est-à-dire participer à ce genre de réunions, c'est-à-dire me tourner. J'ai fait 30 000 kilomètres en France l'année dernière, et je pense que je vais battre le record cette année, expliquer aux gens ce qui est en train de se passer pour qu'on ait simplement des concepts pour l'analyser. En face de ce confusionnisme, en face de cette pensée de Trump qui n'a aucun sens, en face de cette réalité qui nous fait dire « mais c'est un bouffon ». Faut pas avoir peur d'un clown. Ben si. Thomas Mann, en 1934, écrit à propos de Hitler, cet homme est un bouffon. C'est pas une raison pour ne, ça n'est pas, Thomas Mann écrivait bien, ça n'est pas une raison pour ne pas le prendre au sérieux. C'est exactement notre problème. La bouffonnerie actuelle de ces idées nous fait croire qu'elles ne sont pas dangereuses. Or, elles sont littéralement partout en train de nous manger, et il suffit de voir le nombre, la proportion de démocratie dans le monde qui, tous les ans, diminue pour le comprendre. Voilà. Donc, notre responsabilité à nous, d'intellectuels, de chercheurs, d'étudiants, c'est simplement de continuer à travailler là-dessus, d'apprendre
pour pouvoir communiquer, mais sur tous les domaines, dans le domaine scientifique, dans le domaine historique, pour contrer M. Michel Onfray quand il raconte n'importe quoi, pour contrer M. Luc Ferry quand il explique à Danny Cohn-Bendit qu'il y a 9 pays baltes. Et voilà, je veux dire, l'ignorance est en train de nous envahir partout, avec des individus qui sont déplorables, qui n'ont aucune espèce de culture et qui font croire. Donc la seule réponse, c'est celle de Jean-Luc Godard quand on lui demandait comment est-ce qu'on peut faire pour connaître la vérité. Et Godard disait, mais il faut travailler. Il faut travailler. Voilà, ça sera ma réponse. Et voilà, c'est la fin de ce 6e épisode du podcast. Un énorme merci à Olivier Manoni d'avoir accepté d'intervenir à la Sorbonne Nouvelle et d'être enregistré pour que tout le monde puisse profiter de son intervention. Merci à Cédric Cortot et Cédric Arnaud d'avoir mené ces échanges, et merci également à tous les autres membres de l'équipe qui ont travaillé dans les coulisses. Enfin, nous tenons à remercier Sandrine Détienne et Maëlle Bazin, sans qui cet événement n'aurait pas été possible. Nous n'avons pas pu inclure l'événement en entier par souci de temps et pour des raisons techniques, mais vous trouverez un lien dans la description de cet épisode pour l'écouter dans sa totalité. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode de la Traduction heureuse.